C'est à suivre sur Europe 1 et Europe1.fr. Ce matin, je reçois donc Bertrand Réau. Bonjour Bertrand Réau. Bonjour. Vous êtes sociologue, chercheur à l'Université Paris 1. Ça fait des années que vous décortiquez les vacances des Français et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous inviter aujourd'hui pour parler des vacances et de politique. J'ai plein de questions pour vous, notamment sur le droit aux vacances dont on n'entend plus parler, sur le low cost. Est-ce qu'il est vraiment synonyme de démocratisation ? Et puis question fondamentale, sommes-nous tous égaux en maillot de bain ? On va voir ça. Mais d'abord Bertrand Réau, une question qui va peut-être vous paraître un peu étrange. Est-ce que partir en vacances, ça peut être un acte politique ? Alors ça peut être un acte politique comme tous les usages du temps libre. Bon, c'est plus quand même des actes un peu minoritaires, mais effectivement, oui, on peut toujours militer en vacances, que ce soit sur les plages pour porter la bonne parole religieuse ou à l'autre bout du monde pour aller porter un coup de main sur la construction d'un village. Enfin, c'est des choses qui sont faisables en termes de militantisme. Oui. Mais en fonction du lieu où on va, de la manière dont on y va, on ne peut pas dire qu'il y a des vacances de droite et des vacances de gauche ? Vacances de droite, vacances de gauche, non, je dirais pas que la coupure se fait comme cela. Non, on peut pas vraiment caractériser par des opinions politiques, disons, les départs. Alors, les opinions politiques sont un des éléments des caractéristiques sociales des catégories. Je vous dis, à part quelques extrêmes militants, quand on milite, par exemple, je sais pas, dans les formes plus solidaires de tourisme, etc., bon, qui peuvent être liées à des valeurs humanistes, mais qu'on peut retrouver très bien dans des formes de catholicisme de droite, je dirais, que dans des formes d'humanisme de gauche. Donc, en ce sens, vraiment caractériser droite-gauche, c'est pas si simple. Quelle est la proportion de ceux qui ne partent pas en vacances ? Environ 40% des Français ne partent pas en vacances. C'est une proportion qui a tendance plutôt à s'accroître en fait ces dernières années. Pas uniquement justement comme on peut trop souvent le voir, je dirais dans des sondages dus à des effets de crise. C'est un élément structurel de creusement des inégalités que l'on perçoit pas uniquement en termes de non-départ, c'est ça qui est important, j'insiste toujours là-dessus. C'est aussi en termes d'écart entre les groupes sociaux, c'est-à-dire que par exemple pour les départs à l'étranger en dehors de la famille proche, vous avez un écart de 1 à 6 entre les cadres supérieurs et les ouvriers. Et pour les départs, de manière générale, l'écart est de 1 à 3. Ça veut dire que les cadres partent 6 fois plus à l'étranger que les ouvriers, en dehors de la famille proche, oui. Vous dites que les écarts se creusent, pourtant on parle beaucoup ces dernières années de démocratisation avec le low cost, avec les départs à l'étranger à bas prix. Ça ne fait pas varier les grands équilibres ? Le low cost, il faut faire très attention à ce que ça engendre. C'est-à-dire que ceux qui partaient beaucoup continuent de partir beaucoup et partent encore plus. Donc c'est en ce sens-là que les écarts se creusent, c'est-à-dire qu'il y a une diversification des types de départs, une multiplication des départs. Ce sont vraiment ça les vacances caractéristiques des catégories sociales supérieures, c'est diversification, multiplication des types de départs. Donc c'est une opportunité supplémentaire de partir à l'étranger. Alors bien évidemment, il y a un effet aussi de savoir-faire, de compétences. Je vais dire le low cost passe essentiellement par Internet. Si c'est des voyages à l'étranger, il faut quand même aussi un tout petit peu maîtriser la langue, tout un tas de savoir-faire. Ça peut freiner. Bien sûr, qui sont à apprendre, qui ne s'apprennent pas comme cela. Alors bien évidemment, la diffusion d'Internet auprès des nouvelles générations peut aider à ce type de changement et de départ pour d'autres catégories sociales et donc ouvrir légèrement. Mais ça reste quand même pas un mouvement aussi massif qu'on pourrait le voir dans cette illusion de la démocratisation, il me semble. Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que ça signifie que parmi tous ceux qui ne partent pas, il y en a certains qui ne partent pas parce que ils ont l'impression de ne pas posséder les codes pour partir en vacances ? Alors oui, il y a une socialisation aux vacances. C'est pas quelque chose d'inné, le départ. C'est quelque chose On apprend à partir en vacances. On apprend à partir en vacances, bien sûr. C'est un apprentissage qui passe par l'expérience, qui passe par des accompagnements, qui peut être effrayant quand on n'est pas parti. On pense par exemple souvent, et encore une autre illusion, le marché des seniors. Les seniors qui ne sont jamais partis et qui n'ont jamais pris l'avion, etc. Pour franchir le pas, c'est quelque chose qui doit se faire souvent de manière accompagnée. Donc oui, c'est un savoir-faire. Il y a un très bel article de Patrick Champagne au début des années 80 qui montrait que, par exemple, les paysans qui ont été les derniers à découvrir les vacances ne savaient pas du tout comment se comporter à la plage. Se dénuder, c'est pas quelque chose de si simple. On ne sait pas comment le faire, à quel moment il faut le faire, etc. Mais on peut imaginer qu'en 2013, ces réticences-là, elles aient un peu disparu.
Oui, bien sûr, il y a des réticences qui ont disparu, mais il y a d'autres apprentissages, parce que vous savez, les vacances, c'est aussi la redéfinition des rôles au sein de la famille, par exemple. C'est un autre cadre de division du travail domestique, donc il faut pouvoir retrouver des repères. C'est pas quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend, et ça peut s'apprendre soit dans le cadre effectivement d'apprentissage de vacances collectives, soit effectivement par soi-même, si on a le déclic un petit peu pour partir. Et puis bien évidemment, la question financière reste quelque chose d'important aussi, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que le politique, avec d'énormes guillemets, ne s'empare pas du sujet? Pourquoi est-ce on ne voit pas, par exemple, le président Hollande venir au début de l'été ou à la fin de l'été, venir dire je veux que l'an prochain, il y ait plus de Français qui partent en vacances. C'est un objectif politique. Alors l'objectif politique du départ en vacances, il a été arrêté, j'ai envie de dire, au moment où on a arrêté un petit peu de soutenir un secteur qui s'appelait le tourisme social. Pendant les 30 Glorieuses, c'était un tourisme qui permettait justement, qui avait pour objectif de rendre réel ce droit aux vacances en soutenant les familles et en soutenant les associations qui permettaient de créer par exemple des infrastructures, des hébergements pour pouvoir accueillir les familles de classe populaire ou de classe moyenne durant cette période et donc aider au départ. Donc ça a beaucoup joué pendant les 30 Glorieuses où on a atteint en fait ce seuil quasiment de 60% de partants qui depuis reste quasiment stable, même s'il a plutôt tendance à être rogné. Ce secteur-là avait cette vocation. Bon, là, la vocation, elle n'est plus du tout à ce niveau-là. On ne considère pas qu'en fait, le droit aux vacances doit être aidé véritablement. Alors, il y a toujours, bien sûr, des soutiens financiers, les caisses d'allocation familiale, les associations sont toujours très actives pour essayer de faire partir, etc. Mais il n'y a pas vraiment de politique là-dessus. Et vous parliez du droit aux vacances, c'est une expression qu'on n'entend pas du tout. Non, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment elles sont pensées deux choses qui sont assez différentes finalement, que sont les vacances et le tourisme. On a une représentation du tourisme au sein de l'État, qui est une représentation une ministre en l'occurrence. Voilà, hébergée en fait par le ministère des Finances, qui nous dit quand même long sur ce qu'on entend par tourisme. On entend par tourisme effectivement des devises, de la rentrée d'argent, de la consommation, parce que c'est un secteur économique très important pour la France et c'est quelque chose qui rapporte beaucoup. Mais d'un autre côté, on n'a pas bien évidemment de ministère du temps libre comme on a pu en avoir au début des années 80 ou de ministère des vacances. Et donc c'est deux choses qui sont assez séparées en fait et qui finalement ne sont pas au cœur des politiques de l'État. L'État s'intéresse plutôt au marketing de la France, c'est-à-dire comment on vend la France à l'étranger, comment on multiplie la consommation, comment est-ce qu'on engendre en fait plus de consommation, comment on mesure les mobilités, mais pas vraiment à ce que font les gens en vacances. Juste pour vous donner une petite information, il faut quand même savoir que 55% des départs sont des départs dans des hébergements non marchands. C'est-à-dire que dans les la enquêtes, famille ou des choses comme dans ça. la famille, dans les amis, etc. C'est-à-dire que la grande majorité des départs ne se fait pas dans des lieux consommatoires. Donc à partir de ce moment-là, si les enquêtes se focalisent sur ces éléments-là, on passe quasiment sur la moitié des pratiques et on n'y connaît pas grand-chose. Or, ce qui était lié au tourisme social, et ce qui est toujours, mais sans avoir forcément toujours les moyens de le faire, c'est l'éducation populaire, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser ce temps libre pour justement se former culturellement avec des éléments très importants qui peuvent ensuite servir à l'école. Chose que continuent de faire les catégories sociales supérieures en envoyant leurs enfants à l'étranger, en travaillant sur tout un tas de choses, par exemple. On parlait tout à l'heure des codes. Est-ce que les vacances permettent de remettre les compteurs à zéro? Autrement dit, je ne sais pas comment dire ça, mais est-ce qu'on est tous égaux en slip de bain? Les cadres comme les ouvriers? En fait, ça c'est c'est très intéressant parce que c'était un des mythes du Club Med des origines. C'était bon, on est tous égaux et on voit pas son sac Louis Vuitton à la plage, on a son maillot de bain, etc. Mais bon, déjà la première chose à dire, c'est que les espaces de vacances sont des espaces de segmentation sociale. C'est-à-dire que déjà les catégories sociales se mélangent pas beaucoup en fait en vacances. C'est-à-dire qu'il y a des espaces pour différents groupes sociaux. Et alors effectivement, la spécificité des vacances, et c'est ça qui est intéressant, c'est que certains lieux ont une plus grande mixité sociale que les lieux de travail ordinaires ou les lieux scolaires ordinaires ou les lieux de fréquentation ordinaires. Il y a un petit progrès. Certains peuvent être des lieux de mixité ordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est pas juste de dire qu'il y a une mixité sociale, c'est de voir quelle fonction ça joue, pour qui et comment est-ce que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on apprend à fréquenter d'autres catégories sociales, comme on apprend à fréquenter d'autres cultures, et ça peut être très utile. Pensez au grand tour aristocratique au XVIIe siècle. On envoyait les jeunes aristocrates faire un grand tour en Europe, les jeunes britanniques, pour fréquenter leurs pairs aristocrates français, italiens, etc., mais aussi un peu pour s'encanailler.
Sans canailler, avec effectivement des jeux ou aussi des filles de joie. Et donc ça participait de la socialisation pour faire aboutir en fait ce qu'on appelait le gentleman, c'est-à-dire être capable de s'adapter aussi à des circonstances culturelles et sociales différentes. Donc ce genre de choses continue en fait quand on envoie les jeunes bourgeois voyager à l'étranger dans certains contextes, etc. Quand on fait des tours de backpackers, on sait que c'est quand même bien spécifique aussi à certaines catégories sociales. Backpackers avec le sac à dos. Avec le sac à dos, voilà. À partir de ce moment-là, ça participe d'une socialisation. C'est l'aboutissement d'une éducation. Et une éducation qui est très utile après l'école. C'est-à-dire que tout ce qu'on apprend dans ce cadre-là, c'est ce qu'on pourrait appeler une culture libre. C'est-à-dire une culture qui n'est pas justement scolaire, mais qui est très utile à l'école. C'est un peu le paradoxe peut-être, mais c'est en tout cas très important d'avoir ces idées en tête, ce qui permet de comprendre les enjeux politiques des usages du temps libre. Il ne s'agit pas juste de dire il faut que les gens partent, il faut savoir quelles possibilités on offre pour qu'ils partent et qu'est-ce que ça leur permet de faire par rapport à ce que justement ceux qui partent actuellement peuvent faire. Merci Bertrand Réau. Je rappelle que vous êtes sociologue, vous avez notamment écrit Les Français et les vacances, CNRS édition. Encore merci à vous.